Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi et nous parlerons anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Nusire Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022 et les résultats de l'autopsie du pilote de jet ski Eric Francis sont tombés. Selon le procureur, effectivement la mort serait accidentelle, on aurait pu s'en douter. Et nous y sommes, le prix du super samplon atteint les 2 € ici en Guadeloupe. Enfin pas tout à fait, vu que les autorités ont opté pour un prix psychologique ce mois-ci à 1,99 € le litre. Le gazole route lui prend 16 centimes par rapport à juin et passe à 1,97 €. Sans les aides exceptionnelles de 15 centimes financées par le contribuable, le samplon serait à 2,14 € et le gazole route à 2,12 €. Des augmentations astronomiques justifiées par l'évolution à la hausse des 15 premières cotations du mois de juin. Ce qui interroge, c'est que le prix a beaucoup baissé depuis le 8 juin dernier, en passant de 123 $ à 109 $ aujourd'hui. Et pour rappel, le prix du baril en mars atteignait les 128 €. C'est son plus haut niveau de l'année. Et il coûtait à ce moment, effectivement, 1,86 € le litre de samplon. Visiblement, le marché du gaz, lui, serait moins tendu sur la période. Le prix de la bouteille de gaz passe à 23,66 €, soit une baisse de 1,93 €. Et on part maintenant pour le lancement du brevet des collèges au collège Maurice Satineau à Bémaof. Plus globalement, les 6536 élèves de 3e ont planché ce matin sur leur épreuve de mathématiques. Un premier examen qui ne compte pas, mais quand même pour la forme, le reportage. Retirez-moi les pièces d'identité et la convocation assez rapidement, s'il vous plaît. Pour les élèves, c'est un moment important. Ça marque la fin de leur scolarité au collège. Alors bien sûr, ce n'est pas un passeport pour rentrer en seconde, mais quoi qu'il en soit, c'est un premier diplôme de l'enseignement secondaire et ça les prépare aussi aux examens futurs qu'ils vont rencontrer, que ce soit dans le cadre du baccalauréat ou de l'enseignement supérieur ultérieurement. J'ai un peu révisé les formules, ce genre de choses, mais pas plus. Comment lancement sereine? Non. Là, j'y vais un peu au talent et je me dis ça passe ou ça passe pas et j'ai révisé ce que j'ai révisé. Souhaitons que nos élèves soient mis dans les meilleures conditions possibles et que nous devons éviter, préparer, mais au dernier moment, il y a toujours des imprévus et nous sommes en nombre sur le terrain, dans les bureaux, au secrétariat d'examen, pour parer à toute éventualité. Notre objectif est que les enfants passent vraiment cet examen qui est le premier examen de leur vie, dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent pouvoir ensuite envisager la poursuite d'études sereinement. Donc je voulais vraiment vous souhaiter une très belle réussite pour évidemment cet examen et pour la suite de vos études, puisque l'an prochain, vous serez au lycée. L'année a été compliquée, même les 2 années précédentes, vous faites bien de le mentionner, parce qu'entre crise sanitaire, crise sociale, il y a eu beaucoup d'interruptions aussi pour les élèves, mais je sais que les équipes se sont vraiment fortement mobilisées pour accompagner les élèves, en rajoutant des horaires, en mettant en place devoirs faits, et pour leur permettre ainsi de rattraper tout ce qu'ils n'avaient pas pu acquérir dans les temps qui étaient initialement prévus. Satineau a habituellement des taux de réussite autour de 95% et nous espérons vraiment atteindre ce chiffre cette année. Dans l'intérêt des élèves, nous sommes confiants pour les élèves que nous envoyons vers une poursuite d'études, qu'elles soient en professionnel ou en général, ou vers l'apprentissage. Bien les enfants, dans 1 minute, on va commencer l'épreuve. Je donne donc l'enveloppe à Madame la rectrice qui va donc distribuer, étudier, enfin ouvrir l'enveloppe. Voilà. Un reportage signé Stanley Manicor.
Et concernant la mobilisation des transporteurs de personnes à mobilité réduite, la Sécurité sociale précise qu'elle laisse aux entrepreneurs un délai de 3 ans pour se transformer en ambulance ou en taxi et ainsi obtenir leur convention. On fait le point avec Jean Véron, directeur de la CGSS. Première chose, ce n'est pas une nouvelle réglementation parce que c'est une réglementation, enfin c'est des conventions qui sont passées au niveau national avec l'ensemble des professions de transport travaillant avec la sécurité sociale, c'est-à-dire les taxis et les ambulanciers. Ce sont des conventions qui datent de 2018. Donc c'est pas nouveau. Et depuis 2018, en fait, on a travaillé avec les entreprises CPMR pour prévoir la transition vers un statut qui leur permette de continuer à travailler avec la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, la majorité des entreprises CPMR, la grande majorité même des entreprises CPMR, a signé le nouveau conventionnement avec la sécurité sociale. Il reste que quelques entreprises qui, elles, ne veulent pas signer cette convention individuelle de conventionnement avec la sécurité sociale. Alors, le financement, la convention de partenariat qui est prévue, et il faut encore saluer le très fort engagement du préfet de région, de président du conseil régional, du président du conseil départemental, de directeur général de l'ERS, qui se sont investis très fortement et qui se sont engagés pour soutenir ces entreprises. Les entreprises qui ont signé ont un délai de 3 ans pour faire cette transition. Donc, c'est pas tout de suite. Ils avaient demandé un délai, on leur a accordé un délai de 3 ans pour faire cette transition. Bien sûr, c'est une charte d'engagement, c'est des engagements réciproques. Oui, c'est un investissement économique, mais la région fait un effort considérable en apportant un financement pour aider à cette transition économique. Non, je pense qu'on est arrivé au bout des négociations. Nous avions, il y a quelques jours, obtenu quelque part un cadrage qui convenait à tout le monde. Bon, maintenant, certaines personnes ont semblé revenir sur leur position et essayer de demander plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter une négociation et puis, signer cette convention individuelle qui, encore une fois, est très favorable, puisqu'elle permet de continuer à travailler dans les circonstances actuelles pendant 3 ans et d'accompagner chacune des entreprises dans cette transition. J'ai rien à répondre. Moi, on a une date butoir jusqu'au 30 juin. Les entreprises qui auront signé aujourd'hui pourront continuer à travailler à partir du 1er juillet. Il faut savoir qu'il n'y a pas de rupture de service parce qu'encore une fois, il y a de très nombreuses entreprises qui sont conventionnées avec la sécurité sociale. Il y a des entreprises et des quelques entreprises CPMR qui ont signé le conventionnement individuel. Et puis, il y a les taxis conventionnés qui peuvent travailler avec nous et qui peuvent apporter le même service avec tout en correspondant et bénéficiant de la prise en charge de la sécurité sociale. À noter que les transporteurs mobilisés ont finalement signé leur convention individuelle avec la CGSS aujourd'hui. Et la ville des Abîmes, elle renouvelle sa convention de partenariat avec l'Agence française de développement. Une signature qui vise entre autres à améliorer l'accessibilité du service public comme la mairie sur ce territoire. Le reportage. Une convention avec un plan d'action, d'accompagnement, de préfinancement, de prêts à taux intéressants, mais d'accompagnement aussi technique auprès de l'AFD pour nous accompagner dans nos projets, dans tous les domaines, pour les écoles, la réparation, mise aux normes sismiques, parasismiques des écoles, ou beaucoup d'autres projets divers et variés. Nous pouvons compter désormais encore davantage avec cette convention à l'AFD, compter davantage sur l'AFD précisément. L'AFD est déjà un partenaire de la ville des Abîmes et nous en sommes ravis. On a un encours de près de 13 millions d'euros. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de signer une convention d'objectifs qui couvre une période de 3 ans et qui permet à la ville de bénéficier d'un certain nombre d'expertises techniques pour l'amélioration de ses finances et aussi surtout la conduite de son projet d'investissement qui est ambitieux. Donc nous accompagnons la ville par un partenariat en expertise technique, comme je l'ai dit, mais aussi en prêts, des prêts verts destinés à accompagner tous les investissements qui sont de nature, on va dire, à caractère environnemental, et aussi tout ce qui est préfinancement de subventions, ce qui lui permet d'avancer sur ses projets. Donc nous sommes ravis bien sûr de cette contractualisation et nous espérons un partenariat fructueux avec les services, avec qui d'ailleurs on a déjà de très bonnes relations de travail. De très beaux projets en perspective pour toutes les catégories socio-démographiques de la ville des Abîmes, les jeunes, les moins jeunes, nos handicapés, l'accessibilité va augmenter avec l'ascenseur
pour accéder à la mairie, dans d'autres espaces également. Pour nos personnes âgées, je l'ai dit, personne ne sera laissé sur le bord du chemin. C'est quelque part un engagement fort de la part de l'AFD et de la ville. Ce sont 10 fiches d'actions qui seront suivies de manière semestrielle, ce qui demande un engagement des équipes et des élus dans le suivi de cette convention et bien sûr des équipes de l'AFD. Donc oui, c'est un engagement fort et nous voulons continuer en fait à accompagner la ville sur ces investissements et comme vous le disiez sur la métamorphose de la ville des Abîmes, qui est bien en marche d'ailleurs. Et on enchaîne avec la présentation de la finale du concours Be a Boss, un challenge qui prime l'entrepreneuriat au féminin. Plus de précisions dans le reportage. Aujourd'hui, c'est la 8e édition. On est présent dans 9 régions, donc il y a cette étape aujourd'hui en Antilles-Guyane, mais on est présent aussi dans 8 autres régions en métropole. Et puis on a toujours une journée de clôture prévue en septembre à Paris. Alors BioBoss, les objectifs de BioBoss sont multiples. D'abord, susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes, les aider à lever les freins et les blocages qu'elles peuvent avoir parfois à travers les nombreux témoignages de femmes qu'on a pendant toute la journée. Booster leur énergie, leur ambition, et puis détecter les pépites de demain à travers le concours que l'on organise au niveau national et à travers les pitchs qui sont diffusés pendant cette journée. Pour cette manifestation que j'ai accompagnée dès le départ, puisque j'ai accompagné au lancement de cette animation avec Madame Lombion, c'était vraiment accompagner les femmes chefs d'entreprise. Voilà, leur permettre de développer en tout cas leur activité dans de bonnes conditions, des projets innovants, des projets féminins et portés bien sûr dans le cadre d'un concours national. Ce concours vise à dénicher les talents et les pépites de nos territoires, des femmes portées par leur innovation, donc des entreprises qui sont créées, cofondées par des femmes, qui proposent des solutions innovantes sur nos territoires. Cette journée est la journée finale, puisque c'est un concours qui est itinérant, qui fait le tour des régions de France, et singulièrement sur nos territoires, fait le tour des régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et les îles du Nord. Et se sont réunies aujourd'hui 7 candidates issues des présélections, des demi-finales, on va dire. Et c'est la grande finale qui va donc sélectionner 2 lauréates qui iront défendre les couleurs de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et îles du Nord, des Antilles-Guyane, à Paris, dans la grande finale du 22 septembre prochain. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de créer une émulation sur les territoires, récompenser, valoriser des pépites qui sont engagées et puis surtout permettre à montrer aux femmes que c'est possible, qu'il faut oser, puisque le slogan de cette manifestation c'est « Elles ont osé, pourquoi pas vous ». Nous étions conviés en qualité de membres du jury pour l'opération Be a Boss, mais également pour pouvoir effectuer un pitch sur comment bien gérer son entreprise. Donc c'est vrai que l'Ordre accompagne et a pour mission principale d'être aux côtés des confrères et des consoeurs qui sont experts comptables, mais aussi et surtout pour être une orientation pour les potentiels clients, les chefs d'entreprise, les particuliers qui auraient besoin effectivement d'informations à ce niveau. Et retour maintenant sur cette plénière régionale autour de l'octroi de mer et l'apprentissage. Les élus ont adopté les tarifs pour cette taxe applicable à la plupart des produits importés ou non. C'est les recettes de l'octroi de mer finalement qui financent la région Guadeloupe en grande partie d'ailleurs. Et par ailleurs, la région recrutera aussi, a annoncé donc le recrutement de 30 jeunes en contrat d'apprentissage, donc en alternance. Le reportage. Nous avons adopté les tarifs de l'octroi de mer. Donc on rappelle que l'octroi de mer est nécessaire pour les communes, dans la mesure où c'est un complément de recettes, mais aussi nécessaire pour la collectivité régionale. À travers toutes ces recettes, la collectivité régionale peut assurer toutes ces missions importantes en matière économique, en matière touristique et des missions au service de la Guadeloupe. On a eu un point très important qui est un point relatif à l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons adopté à l'unanimité en plénière le fait pour la région Guadeloupe de pouvoir recruter 30 jeunes. Je dis jeunes parce qu'on est dans une tranche de 16 à 35 ans, recruter 30 jeunes pour pouvoir évoluer dans les services de la région Guadeloupe en tant qu'apprentis. Ça veut dire que pendant un certain nombre de temps, au minimum 1 an, ces jeunes-là viendront avec des maîtres de stage qui seront des maîtres d'apprentissage qui seront formés, parce que être maître d'apprentissage, ça veut dire qu'il faut savoir faire don de soi, il faut avoir la possibilité aussi de transmettre des compétences. Ils seront là dans les différents services et ça veut dire quoi? Qu'on va
va pouvoir aussi soulager le tissu économique qui ne peut pas toujours, surtout compte tenu du contexte actuel, recevoir les jeunes parce qu'ils ont d'autres priorités. Nous avons été étonnés quand même de voir que nous exonérons beaucoup d'entreprises pour les faciliter, soulager leurs finances et permettre à ces entreprises de pouvoir recruter des jeunes en contrat d'apprentissage, de qualification, et qu'on dit aimer la Guadeloupe et on s'abstient là-dessus. Bon, c'est leur volonté, c'est pas cette politique que moi je mène pour la Guadeloupe. Bon, ce qui était important aujourd'hui pour nous, c'est surtout les 30 jeunes que nous allons prendre en contrat d'apprentissage, un travail réalisé par Mme Linon, par Mme Baillet, avec les services de la région, et j'exhorte les autres communes de Guadeloupe à en faire autant, à recruter 3-4 jeunes en contrat de professionnalisation d'apprentissage. Surtout que la première année est payée par l'État et la région est prête à accompagner aussi ces communes en matière de rémunération de ces jeunes en contrat d'apprentissage. Je pense que c'est plus de 300 contrats qu'on mettra à disposition des jeunes. Et je lance un appel aussi aux chefs d'entreprise. Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas vouloir avoir des jeunes formés, des jeunes qualifiés si on ne leur donne pas leur chance. La jeunesse, c'est notre cheval de bataille. On travaille pour elle. J'ai toujours travaillé pour cette jeunesse depuis BMAO. Je continuerai à le faire, comme dit un ami, vaille que vaille, car la Guadeloupe mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Quand vous êtes des politiciens, il faut aimer la Guadeloupe, donc travailler pour elle, même si on n'est pas d'accord. Mais quand il s'agit d'un intérêt général pour la région Guadeloupe, il faut qu'on soit ensemble. Et on se rend au WTC à Jarry pour le salon de l'immobilier. Conseil, architectes, promoteurs, banques et tous les prestataires nécessaires à la réalisation de vos projets sont rassemblés en un lieu. Le reste en images. L'objectif du salon des 3 jours d'immobilier, ça en est à sa 16e édition. C'est de donner la possibilité aux gens qui ont un projet immobilier, construire, vendre, acheter, rénover, d'avoir tous les professionnels là sur place qui répondent. Mais c'est donc un sujet très précis, ce salon. Et ça attire une cible qualifiée, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment un projet immobilier. Il y a tous les conseils, genre la DIL, etc., la région, par rapport à la rénovation énergétique, etc. Tous les conseils sont là, effectivement, les architectes. Et ensuite, vous avez les financements, c'est-à-dire toutes les banques, une partie des banques. Et comment dire, vous avez aussi des promoteurs, par exemple SPHLM qui est là pour vendre des locations accession. Il y a l'Action Logement qui explique ce qu'elle fait par rapport à qu'elle peut vous trouver un logement en tant que locataire, etc. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, vous avez les constructeurs, mais eux, les constructeurs, ceux qui sont ici sont tous garantis, c'est-à-dire qu'ils offrent toutes les garanties et assurances. Et ensuite, vous avez la partie aussi, une autre partie du salon, qui s'occupe plutôt des matériaux, de tout ce qui est éco-construction, de tout ce qui est rénovation aussi, et c'est les matériaux intérieurs, extérieurs, etc. Mais on reste vraiment sur un sujet qui est très immobilier. La brique de terre cuite, rouge, qu'on fait venir de Martinique, c'est un produit local qui est très performant thermiquement puisque ça isole 3 fois plus que le parpaing et 2 fois plus que le bois. Les alvéoles qu'on a dans la brique, qu'on ne va pas retrouver dans le parpaing, vont permettre d'isoler 3 fois plus que le parpaing. Donc forcément, après en termes de consommation énergétique, on s'y retrouve très largement puisqu'on va consommer 3 fois moins, donc forcément les factures EDF vont être aussi diminuées. On est aujourd'hui dans une démarche écologique, donc on est écologique et économique par rapport à ce mode de produit. J'ai vu qu'il y avait un salon de l'immobilier et de la construction, donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que j'ai un projet de construire ou d'acheter. Ça permet de voir les nouveautés en matière de construction, on s'est en courant sur les dernières techniques et aussi les possibilités, notamment dans la rénovation et pourquoi pas dans l'achat d'un bien immobilier aussi. On a des conférences samedi après-midi à 14h, donc 15h30 et 17h. Et vous avez tout le programme, les intervenants, etc. qui sont sur le site 3jours-de-l'immobilier.com. Et maintenant, je reçois Michael Dopia, qui est responsable de l'association Marée, qui organise les villages du réveil à Basse-Terre et Anse-Bertrand. Bonsoir, monsieur Dopia. Bonsoir. Alors, monsieur Dopia, qui fait partie de cette association, mais vous êtes également pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'activité de votre association? Tout à fait. Alors, c'est une association qui a pour but, pour vocation en tout cas, de manifester un réveil sur le territoire guadeloupéen. Alors, ce que j'appelle le réveil, pour qu'on puisse bien se comprendre, ça veut dire c'est amener une action, des œuvres concrètes qui sont surtout liées
à l'amour, puisque évidemment, si on parle forcément de spiritualité, on parle d'abord de l'amour, et je crois que la foi ne fonctionne pas sans les œuvres. Il faut qu'on puisse œuvrer et faire une démonstration en apportant une aide réelle à la population. Donc Marais, en tout cas, œuvre dans ce domaine, dans plusieurs aspects. On va en parler, bien sûr, par rapport au village. Donc, on va dire que vous essayez de ranimer un peu l'humanité chez chacun. Oui, mais parce que je crois vraiment que, en Guadeloupe, on en parlait tout à l'heure, c'est une terre où quand même il y a beaucoup de croyances, ça c'est clair. Mais le but, en tout cas, c'est, dans un premier temps, ce n'est pas forcément d'amener les gens vers une religion, mais c'est surtout de manifester des actions concrètes pour que justement on puisse ressentir cette chaleur, cet amour, et surtout que la foi soit manifestée, puisque tout commence par la foi. S'il n'y a pas de foi au départ, il n'y a pas de continuité. Et donc forcément, moi j'aime beaucoup ce texte de la Bible qui dit qu'il n'y a pas la foi sans les œuvres, et les œuvres sont importantes. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de mener des actions concrètes pour justement travailler pour que le pays avance. Est-ce que c'est parce qu'on a blâmé peut-être effectivement certains cultes, parce que vous vous regroupez fréquemment, vous avez quand même une force de frappe qui est exceptionnelle. Si on prend, on a les évangélistes d'une part, mais si on prend les catholiques d'autre part, par exemple, il y a une église par commune, donc c'est plusieurs centaines de fidèles. Et souvent, je me disais en fait que vous vous regroupiez chacun de votre côté, mais que si vous décidiez par exemple d'opérer un nettoyage de plage, si on prenait par exemple toutes les églises de Guadeloupe, ça ferait, je sais pas, 32 000, 40 000 personnes qui iraient dans la même direction. Complètement. Et en fait, on pourrait changer les choses. Donc, vous voulez passer un peu de la théorie à la pratique. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, quand on parle justement de spiritualité, on ne peut pas dissocier l'unité de la spiritualité. Alors évidemment, il y a une unité d'esprit, une unité aussi évidemment, des fois doctrinale, mais moi j'aime pas trop l'aspect doctrinal. Je pense que l'unité d'esprit c'est mieux, voilà. Et donc forcément, mais il faut qu'on soit tous ensemble pour justement porter des actions. Et justement, c'est pas une action qu'on va faire seul, c'est une action qui amène justement des partenariats avec plusieurs autres églises. Je suis pas seul à mener cette action, mais surtout, je crois que le plus important, c'est surtout le cœur de l'action, ce qu'on va proposer et ce qu'on propose, parce que l'idée, ce n'est pas du tout d'attirer les gens vers une église, mais c'est d'abord nous de leur donner quelque chose. Mais vous intégrez quand même un aspect spirituel. Oui, mais forcément, dans ce que vous faites. Le spirituel, c'est d'abord l'amour. On le dissocie de la religion, bien évidemment. On peut le dissocier de la religion, parce que la religion, c'est encore autre chose. Mais pour moi, la manifestation de l'amour à travers des actions concrètes, c'est justement donner à l'autre. Alors, je pense que pour recevoir, il faut d'abord donner. Et trop longtemps, on est allé effectivement à l'église, on a beaucoup reçu, mais on n'a pas donné assez à l'extérieur. Parce qu'on veut le pardon, mais alors on veut la grâce, on veut tout. La définition de l'église, c'est quand même aller hors des murs. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'église doit faire justement en tout cas doit s'attacher à son rôle premier, son but premier, elle doit sortir de ses carcans, sortir de ses sièges et aller apporter à la population une aide concrète. Alors, quelles seront ces opérations? En quoi vont-elles consister? Alors là, on a 2 villages du réveil. Donc le premier va avoir lieu ce dimanche à Basse-Terre, voilà, sur l'esplanade exactement. Et donc on aura sur ce village du réveil un stand pour la jeunesse, un stand pour l'emploi et l'entrepreneuriat, un stand social et solidaire et un stand spirituel. Voilà. on va prendre le temps d'en parler, puisque vous avez parlé de ces jeunes. Oui. Est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui les intéresse, finalement? On sait que normalement, ça se transmet en famille, en général, mais est-ce que les jeunes restent sensibilisés à la spiritualité? De leur plein gré, hein, je parle. Ouais, mais je crois qu'on a un peu de tout. Aujourd'hui, la spiritualité, quand même, fait partie intégrante, je crois, de notre territoire, parce qu'il ne faut pas se cacher. Hein. Autant on parle de religion, autant on peut parler aussi de sorcellerie, de voyance, de plein d'aspects. Oui. Non, mais clairement. Donc, je pense qu'on est sur un territoire quand même très sensible à la spiritualité, et qu'on soit jeune, plus âgé ou moins jeune, je pense que tout le monde finalement connaît la spiritualité en Guadeloupe. Simplement aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver la bonne spiritualité, celle qui va agir et qui va transformer les cœurs, pour ramener aussi des très bonnes valeurs à leur place et pour qu'il y ait une réelle transformation des cœurs. Parce que sans transformation des cœurs, il ne peut pas y avoir forcément de nouvelles actions mises en place correctes, avec l'intégrité, avec la droiture et avec évidemment l'aspect que je crois que le Très-Haut là-haut attend de nous. On a beaucoup dévié en chemin. Hein. Les valeurs ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a beaucoup de difficultés à les transmettre. Oui, tout à fait. On lutte contre un adversaire de taille, finalement, l'argent. Aussi, c'est vrai. Qui peut corrompre à beaucoup de niveaux, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y aura des messages, justement, autour de ce retour aux valeurs, aux sources, un peu?
il y aura un message forcément, puisqu'au-delà des stands qu'il y aura sur place, il y aura un podium où effectivement, il y aura déjà des groupes de musique qui vont faire de la louange, de l'adoration, et ça c'est bien parce que pour le pays, on veut changer l'atmosphère aussi du pays, c'est très important. Et puis on aura un message aussi qui sera prêché, ça c'est évident, on doit apporter le message forcément, mais autour de ça, autour vraiment de ça, on amène vraiment une aide concrète avec des professionnels, ça je tiens à le préciser. Aujourd'hui, souvent, on sait très bien que certaines choses, certaines n'y ont pas accès parce que parfois c'est payant. Et moi, si je prends la base en tout cas de ma foi, c'est donner gratuitement. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des compétences dans le monde chrétien. On en a vraiment, réellement. Ce sont des citoyens lambda mais exactement. Des postes à responsabilité bien souvent. Exactement. Et l'idée, c'est qu'elles puissent apporter gratuitement cette aide à la population. On n'attend strictement rien en retour. Ce qu'on veut, c'est juste donner. Évidemment, s'il y a des gens qui sont touchés, ils seront touchés. Et puis tant mieux s'ils sont guéris et restaurés. Parce que je crois que quand on parle aussi de l'aspect spirituel, moi, je pense que le mot le plus important, c'est la restauration du cœur. Aujourd'hui, quand on a un cœur malade, tout le reste est malade. Alors qu'en fait, la vraie prospérité, on parlait d'argent, le mot prospérité intervient là-dedans. La vraie prospérité, c'est la prospérité de l'âme. Tout ce qui ressort d'une âme guérie, ça va être du bon. Ça va être bon. Il faut d'abord prospérer dans l'âme, il faut d'abord prospérer dans le cœur pour prospérer sur le plan extérieur. Alors même si on aide les gens sur le plan externe, il faudra de toute façon qu'un jour, ils aient une aide interne. Même si ce n'est pas nous qui la donnons ce jour-là, je ne sais pas. Mais qu'on puisse semer une graine qui va pousser chacun à aller chercher la vérité quelque part. Parce qu'on est quand même dans une société extrêmement matérialiste. Tout à fait. Passer effectivement à ce cap-là, ça peut être compliqué. Il faut comprendre qu'en fin de compte, tout va retourner à la poussière quand même. Donc même si on est matérialiste, c'est dommage de vivre une vie matérialiste pour vivre une vie de pauvreté au ciel, quoi. C'est clair que ce serait pas top comme deal. Encore faut-il croire au ciel. Ah ça, alors là, on va encore... Ça. Tout est question de foi. Nous ne que... pouvons obliger personne à croire. En fin de compte, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole. Donc, que l'amour et le respect, justement, émanent de chacun. Donc, ils veulent, justement, porter leur contribution à leur prochain, à la société. Mais bon, c'est plutôt un peu l'inverse qu'on apprend en ce moment. C'est plutôt être égoïste, se recentrer sur soi-même. Mais on peut changer la donne. Moi, je crois vraiment qu'en Guadeloupe, il y a un changement. Franchement, depuis cette fameuse maladie qui est passée, nous, on a beaucoup prié. Et je vois vraiment des transformations, vraiment. Et même la population, parce qu'on est souvent au contact de la population, on voit vraiment qu'il y a quand même un changement. Il y a vraiment un avant et un après. Et je pense que nos prières sont entendues. Et même si tout n'est pas encore parfait, ça c'est clair qu'il y a encore beaucoup à faire, comme vous le disiez. Mais je crois vraiment qu'on est en cours de changement. Je crois qu'on est en cours de changement. Et la Guadeloupe est en train d'entrer dans sa destinée. Je suis convaincu qu'en 2030, la Guadeloupe n'aura pas le visage qu'elle avait en 2020. Donc vous êtes plutôt positif. Très positif. Sur l'élévation un petit peu de... J'y crois fermement. Ma phrase, ma phrase de tous les jours, c'est « La Guadeloupe est un phare qui brille dans la Caraïbe ». Et qu'aujourd'hui, les grandes nations verront la Guadeloupe. On a la mer autour de nous et le phare qui brille, c'est le chemin à suivre pour trouver justement des réponses, des solutions. Mais ce sera nous bientôt. J'ai toujours dit que techniquement la Guadeloupe devrait être la grande sœur justement de la Caraïbe. On est bien d'accord. Voilà. Assurer un certain lead normalement. Parce qu'on est un carrefour de culture. Mais vraiment. Incroyable. Vraiment, voilà. On va redonner. Alors on se voit dimanche. Alors voilà, dimanche, esplanade donc de Basse-Terre qui est juste en face de la mairie de 14h à 17h. Accès gratuit, je le précise encore. Et on sera à Anse-Bertrand le 31 juillet, pareil, 14h. 17h sur Anse Bertrand aussi. Et voilà, on attend un maximum de personnes, évidemment, pour donner ce qu'on a reçu. Donner un peu ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, vous lancez un petit peu ces initiatives en espérant que peut-être d'autres cultes aussi, puisque tout le monde a son rôle à jouer finalement, et que d'autres cultes sortent finalement des murs. En tout cas, que d'autres entrent dans leur mission, dans leur mission. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir, des opérations intercultes? Est-ce qu'on pourrait voir ça un jour? Interculte, quand vous dites interculte, parce que quand on parle du culte, on parle vraiment sur le plan cérémonial, là, vraiment. Oui, mais on sait que il y a les évangélistes, il y a les catholiques, il y a plusieurs églises. Plutôt œcuménique, en fin de compte. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait... Ça reste quand même un peu problématique, puisque forcément, si on prend les valeurs doctrinales, parfois, on a des différences, on peut le dire, de croyances. Et si on prend le point de départ comme étant la foi, forcément, on n'a pas la même destination tous en fonction de la foi qu'on met sur quelque chose. Donc forcément, les catholiques vont mettre la foi sur quelque chose, ou peut-être moi, je ne vais pas mettre la foi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ni indulgent, ni que je suis contre eux, pas du tout. Mais simplement, en termes de rassemblement, c'est vrai que ça peut être problématique. Donc je crois que la vraie unité, elle provient d'abord de la valorisation des uns et des autres. Et moi, je crois que c'est ça la vraie unité, avant même de chercher une unité religieuse, parce que l'unité religieuse est souvent hypocrite.
Rien à ajouter. Merci beaucoup, Michael Dopia, d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu, merci. Et d'organiser donc ces villages du réveil. Le premier va se tenir à Basse-Terre. On rappelle encore à date et l'heure, si on peut avoir le visuel d'ailleurs pour les téléspectateurs. Voilà, donc ce dimanche, voilà, qui arrive juste là, de 14h à 17h à l'esplanade donc, de Basse-Terre. Et puis le 31 juillet, on sera à Anse-Bertrand. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dopia, pour ce passage. Merci beaucoup. Et on part pour la restitution des ateliers de musique Art Total, qui vise effectivement à rendre le cas accessible à tous. Le reste en images. C'était pas évident, surtout on n'a pas pu faire la danse comme on voulait, donc on a pu jouer à l'extérieur, donc avec les distances barrières, et les élèves ont tenu le coup, et ça me fait plaisir de les voir ici, de les voir évoluer, de les voir travailler, et contents, épanouis, je suis contente. Ça nous a fait du bien de tous être ensemble dans la ronde et puis de jouer et de ressentir cette vibration que le cas nous procure. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le cas, c'était pour ressentir ces vibrations, cette sensation et puis ce groupe. On cherche à donner du plaisir aux autres, c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'on fait de la musique pour partager. Donc à partir du moment où on comprend ça, on a envie de partager avec l'autre ce qu'on ressent quand on fait de la musique. Et j'espère que ce soir, ceux qui ont participé à ce moment, à cette prestation, ils ont pu ressentir ce que nous tous on leur a transmis. Techniquement, non, c'était pas compliqué parce qu'en fait, c'est grâce aux élèves si on a réussi à arriver à un tel niveau. Mais après, ça a été compliqué parce qu'avec le Covid, certaines personnes étaient démotivées, donc il fallait les remotiver. D'autres personnes, c'est leur première fois, leur première restitution, la première fois qu'ils jouent devant un public. Et du coup, il fallait trouver comment allier tout ça, mélanger tout ça dans un checker. Et voilà, ça donnait la restitution de ce soir. On est vraiment dans la transmission. Et peu importe l'origine, peu importe les différences, etc., on essaie de faire en sorte d'inculquer la musique en général, plutôt la musique culturelle, mais la musique en général à tout le monde. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc nous, on essaie de faire le travail par rapport à ça avec Joby, sur rendre accessible vraiment à tout le monde la musique. Et voilà. Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre à travers l'apprentissage qui est fait avec Joby, c'est qu'au-delà de juste le gros cas, on travaille véritablement la musique, on travaille la justesse, on travaille les petits détails qui font que, à un moment donné, il y a des déclics. Et je crois que souvent on se dit, j'ai appris par là, c'était pas suffisant ou autre. Mais assez souvent, il faut prendre le temps de comprendre et limite de laisser les choses avancer progressivement. Parce que lui, il sait exactement là où il va avec chaque élève. Un reportage signé Olivier Félix. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rappel d'une information très importante, puisque là, effectivement, les porte-monnaies ont vraiment commencé à pleurer. Là, bon, c'était déjà le cas. Mais le prix des produits pétroliers continue son envolée, avec leur histoire de guerre en Ukraine notamment, n'est-il pas? En tout cas, le super samplon est passé à 1,99 €, donc on est quasiment à 2 € pour 1 litre de samplon. Le gasoil, lui, est passé à 1,97 € le litre. Concrètement, s'il n'y avait pas les 15 centimes de ristourne que vous financez, n'est-ce pas, puisque l'État n'a pas d'argent si ce n'est pas le contribuable qui paye, n'est-il pas? Et donc, ces 15 centimes permettent effectivement de ne pas payer 2,14 € pour le samplon et 2,12 € pour le gasoil, mais malgré effectivement ces petits tours de passe-passe pour essayer de contenir les prix,
Visiblement, si le conflit se poursuit entre l'OTAN et la Russie, eh bien forcément, les prix vont continuer leur envolée. Et on va se retrouver avec 2 bras fracturés et un porte-monnaie troué. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour le JT. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus, ce sera un jeudi anthropologie noire avec Nusere Kalala Omotunde. Et avant la coupure pub, désolé, je n'ouvre mon appli que maintenant. Bonsoir au général Franck Abar, à Patrice Mathurin, à Gridouchou, à Claudie Giraud-Girard, à Marilou. Bonsoir à Sophie dit Bibinette. Bonsoir à Joël Bazit, à Ghislaine Calif. Bonsoir à Pat Guada, à Sylviane Pernel, et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10 Télévision et vous qui êtes connectés. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez adressés. Ça fait toujours plaisir. Allez, une bonne soirée à vous. On se retrouve demain.